Pendant 6 ans, l'Allemagne mobilisa toute sa capacité industrielle et scientifique pour soutenir sa force militaire. Ce qu'ils construisirent n'étaient pas de simples outils de combat. Ils conçurent des fusées, des chars, des aéronefs et des systèmes qui, à l'époque, surpassèrent ce que possédait tout autre pays. Avec ce type de ressources, la guerre prit une autre dimension. Mais à la fin, cet arsenal ne disparut pas immédiatement. Certaines pièces furent abandonnées au milieu de retraites chaotiques. D'autres étaient encore en transit alors que tout était déjà terminé. Une partie du matériel fut saisie par les troupes victorieuses, tandis qu'un autre segment fut dissimulé, coulé ou détourné par des canaux non officiels. Beaucoup de ces éléments finirent dans des dépôts étrangers, entre des mains privées, ou réapparurent dans des conflits n'ayant aucun lien avec l'Europe. Les années passèrent, et certaines découvertes suscitèrent à nouveau des questions. Certains objets furent réutilisés, d'autres ne furent jamais touchés de nouveau. Que devinrent réellement les armes nazies après la Seconde Guerre mondiale? La dernière offensive, l'usage extrême de l'arsenal nazi lors de la chute du Reich. Au cours des derniers mois du conflit, l'armée allemande utilisa tout ce qui restait dans ses arsenaux. Il ne s'agissait pas d'une retraite planifiée ni d'une défense coordonnée. C'était un effort pour ralentir l'avancée ennemie avec toutes pièces opérationnelles, projectiles, chars, avions prêts à décoller. Ce qui avait été fabriqué pendant des années fut employé sans réserve dans des villes en ruine, des cols montagneux glacés et des tunnels ferroviaires transformés en position défensive. Sur le front de l'Est, les chars Tiger résistèrent en Prusse orientale et près de Königsberg. Grâce à leur blindage épais et leurs canons à longue portée, ils stoppèrent temporairement des unités soviétiques. Pourtant, ils étaient peu nombreux et le carburant manquait. Certains furent abandonnés après des dommages ou des pannes mécaniques. Plusieurs furent récupérés par l'armée rouge et envoyés en territoire soviétique pour être analysés. À l'ouest, les unités allemandes utilisèrent de l'artillerie autopropulsée et des lance-roquettes multiples depuis les forêts des Ardennes. Lors de l'offensive de décembre 1944, connue des Alliés comme la bataille des Ardennes, des obus de 150 mm et des roquettes à courte portée furent tirés. Bien qu'ils n'aient pas changé le cours général, ils causèrent des dégâts matériels et des pertes dans les rangs ennemis en Belgique. La Luftwaffe, encore active, mit en service les premiers chasseurs à réaction. Les Me-262 parvinrent à abattre des bombardiers au-dessus du Rhin. Bien qu'ils offraient une plus grande vitesse, leur effet fut limité par le manque de carburant et de pièces. Certains de ces avions furent retrouvés intacts par les troupes américaines dans des hangars souterrains en Bavière. Dans les rues de Berlin, les bataillons allemands utilisèrent des lance-roquettes portatifs, des mines et des fusils automatiques. Le Sturmgewehr 44 fut utilisé par des miliciens sans expérience. Son design compact et sa capacité de tir le rendaient utile dans les espaces réduits. Certains furent récupérés par les soviétiques, puis examinés en vue d'être reproduits. Depuis des plateformes aux Pays-Bas, des fusées V2 étaient encore lancées sur Londres, Norwich et Anvers. Elles étaient imprécises, mais leur vitesse et leur portée surprirent. Durant les 5 derniers mois du conflit, plus de 3000 furent tirés. À la fin de la guerre, les bases furent prises par les forces britanniques, et une partie du matériel inutilisé fut transférée dans des laboratoires pour y être étudié. Dans les eaux norvégiennes, des sous-marins du type 21 se préparaient pour des opérations de longue portée. Ces modèles pouvaient rester immergés plus longtemps que les autres. Ils ne participèrent pas au combat. 2 furent capturés par les forces britanniques et analysés pour des programmes de développement naval ultérieurs. Dans le nord de l'Italie, les soldats allemands utilisèrent des explosifs creux, des armes légères et des projectiles anti-chars pour freiner les Alliés près de Bologne. Ils employèrent également des mines improvisées fabriquées à partir de matériaux industriels. Dans des villes comme Bolzano et Merano, ils s'adaptèrent aux combats urbains en utilisant des armes initialement conçues pour des offensives rapides. Dans les derniers jours d'avril, Berlin fut le théâtre d'une ultime résistance. Des canons antiaériens furent utilisés à l'horizontale contre des blindés soviétiques et des roquettes non explosées servirent de mines. Bon nombre de ces armes furent détruites ou restèrent sous les décombres. Celles qui survécurent furent envoyées à Moscou ou à Washington pour y être examinées. Après l'occupation, une classification méticuleuse commença.
Chaque char, fusil ou roquette en bon état fut répertorié, emballé et transféré pour une analyse technique. Les essais commencèrent peu après dans des laboratoires et champs de tir des pays alliés. Saisi dans le chaos, le butin de guerre qui n'a pas échappé. Alors que les lignes de l'axe s'effondraient, de nombreuses armes restaient en usage, en transit ou encore en production. La chute du Troisième Reich ne fut pas immédiate. Entre mars et mai 1945, les usines continuèrent de fonctionner, des trains traversèrent le territoire avec du matériel militaire et certains officiers tentaient de regrouper des unités dans des zones encore défendues. Au milieu de ce chaos, les forces alliées commencèrent à intercepter des équipements avant qu'ils ne soient utilisés ou dissimulés. À l'Est, durant les combats en Silésie, les troupes soviétiques mirent la main sur des véhicules opérationnels, des canons autopropulsés et des fusils de précision en grande quantité. Tous n'étaient pas entreposés. Certains furent trouvés sur des routes d'évasion et dans des gares. Encerclées, les colonnes allemandes abandonnèrent leur cargaison pour continuer à pied. Il y eut même des trains pris sans résistance. L'une des découvertes les plus importantes fut l'usine souterraine de Mittelwerk, au centre du pays. Des fusées V2 y étaient encore fabriquées. En y pénétrant, les soldats américains trouvèrent plus de 500 unités à différents stades d'assemblage. À leur côté se trouvaient des plans, des moules, des systèmes de guidage et des moteurs fraîchement montés. Certains ingénieurs furent arrêtés, d'autres avaient pris la fuite. Les composants furent rapidement transférés vers des installations aux États-Unis. Dans d'autres régions, des troupes britanniques découvrirent des hangars camouflés, contenant des chasseurs à réaction à moitié armés. Dans le Schleswig-Holstein, une piste aérienne abritait des modèles Me-262 avec carburant et armement prêts. Certains furent démontés sur place, d'autres transportés complets au Royaume-Uni. Des essais en vol y furent menés pour évaluer leur comportement. Les données recueillies furent ensuite utilisées dans de nouveaux modèles d'aviation militaire britannique. Dans le sud de l'Allemagne, des unités américaines prirent le contrôle de dépôts souterrains contenant des armes chimiques non utilisées. Elles étaient stockées dans des récipients scellés et prêtes à l'envoi. La documentation comprenait des itinéraires vers des installations en Tchécoslovaquie, ce qui montre que leur distribution était encore prévue. Ces réserves furent évacuées sous surveillance puis enfouies. En même temps, les forces françaises venant d'Alsace trouvèrent des chars Panthère en état de marche. Certains furent réparés par des techniciens locaux et utilisés dans l'armée française durant l'après-guerre. Les manuels trouvés et les pièces détachées permirent de les maintenir en activité pendant des années. L'Armée rouge localisa également des laboratoires mobiles et des wagons contenant des systèmes radars, des radios avancées et des prototypes inachevés. Beaucoup de ces équipements furent envoyés par train vers des centres de recherche en Ukraine et en Biélorussie. L'objectif principal était de comprendre leur fonctionnement et de déterminer s'ils pouvaient être adaptés aux besoins propres. Une partie de cette technologie fut réutilisée dans les décennies suivantes. Dans les Alpes bavaroises, un convoi stoppé par les forces américaines transportait des pièces de fusée, des moteurs d'aviation et de la documentation technique. Les responsables tentèrent de détruire la cargaison, mais seule une partie fut atteinte. Le reste fut classifié. Ce type de saisie permit aux Alliés d'accéder à une technologie qui n'avait pas encore été déployée, mais était presque prête. Dans les zones rurales, la retraite précipitée laissa derrière elle des entrepôts intacts. Dans des villages proches de la frontière suisse, on découvrit des caves contenant des fusils neufs et des caisses de munitions. Certains furent récupérés par des troupes en transit, d'autres passèrent sous le contrôle des nouvelles autorités. En quelques mois, tout ce qui n'avait pas été détruit changea de main. Véhicules, projectiles, systèmes de vision nocturne, radios, moteurs et outils furent chargés dans des camions, des trains et des avions à destination de champs d'essai et d'arsenaux des pays vainqueurs. Ces saisies furent planifiées. Souvent, des équipes techniques alliées accompagnaient les unités de combat pour repérer et sécuriser ce qui avait de la valeur. Leur liste allait des fusées à longue portée aux viseurs et mécanismes les plus simples. L'objectif n'était pas seulement de récupérer des armes, mais d'étudier en profondeur leur conception. Répliques inattendues. Comment l'Occident a réutilisé la puissance allemande? Après avoir saisi l'armement nazi dans les usines, les voies de transport et les zones de combat, les pays vainqueurs ne l'ont pas conservé comme une relique. Ils ont commencé à l'utiliser. La technologie développée par l'ennemi fut transférée vers des terrains d'entraînement, des bases aériennes et des laboratoires.
Chars, fusils, missiles, chasseurs et sous-marins furent étudiés, modifiés et testés par des techniciens des armées alliées. Aux États-Unis, une part considérable des fusées V2 fut envoyée au Nouveau-Mexique. Là, dans des installations militaires, elles furent reconstruites avec l'aide des ingénieurs allemands eux-mêmes, désormais surveillés. Plus de 70 lancements expérimentaux furent réalisés. Les résultats servirent à ajuster les trajectoires, perfectionner les systèmes de guidage et préparer de nouveaux modèles de missiles de moyenne portée. Le Royaume-Uni mena des essais similaires. Sur la base de Farnborough, des techniciens britanniques firent voler des chasseurs Me-262 saisis presque intacts. Des pilotes de la Royal Air Force réalisèrent des manœuvres et évaluèrent leur comportement. Les observations furent intégrées dans la conception d'avions ultérieurs comme le Gloster Meteor. La France profita également d'une partie du matériel. Pendant la reconstruction de ses forces armées, elle incorpora des chars Panther récupérés sur son territoire. Certains furent remis en état, repeints et utilisés par des unités blindées. Lors d'essais comparatifs près de Paris, des techniciens militaires constatèrent qu'ils présentaient des avantages spécifiques sur certains types de terrains. L'Union soviétique adopta une stratégie plus large. Des usines entières furent démontées et transférées par train vers des zones industrielles de l'intérieur. La réplique de la fusée V2, baptisée Herren, fut construite à partir de pièces et de plans confisqués. Des ingénieurs allemands capturés collaborèrent avec le personnel local lors des premiers tests de lancement. Parallèlement, on étudia des versions du char Tiger II et des systèmes d'artillerie automatique afin d'intégrer ces idées au nouvel armement soviétique. En Norvège, des sous-marins allemands du type 21 furent examinés par la marine britannique. L'objectif était de comprendre la durée prolongée d'immersion, le silence mécanique et l'autonomie améliorée. Ces principes influencèrent les conceptions des décennies suivantes, tant dans les navires américains que soviétiques. D'autres systèmes capturés furent les bombes guidées. Le Fritz X, utilisé par l'Allemagne dans les derniers mois de guerre, fut analysé par des techniciens américains. Son mécanisme de contrôle à distance et sa chute stabilisée devinrent la base des premières versions de munitions de précision modernes. Des munitions expérimentales furent également testées. Sur des champs d'artillerie, des projectiles sous-calibrés, des charges creuses et des modèles conçus pour percer les blindages furent démontés et évalués. Les rapports techniques comparaient leurs performances avec les standards alliés. Certaines de ces caractéristiques furent ensuite intégrées dans les programmes de développement d'armements conventionnels. Même les armes légères furent examinées. Des soldats américains s'entraînaient avec des pistolets mitrailleurs MP400 et des fusils Sturmgewehr pour tester leur fiabilité, leur cadence de tir et leur facilité d'usage. Ces essais aidèrent à définir des détails qui seraient plus tard implémentés dans des modèles comme le M16. Le processus ne se limita pas à un usage militaire. Des entreprises liées à l'industrie de l'armement accédèrent aussi à des pièces, des plans et des matériaux. Des fabricants dans l'aviation, l'électronique et la métallurgie reçurent des lots pour en étudier les applications pratiques. Une partie de ce savoir fut adaptée à des processus industriels sans lien direct avec le combat. Même les équipements détériorés furent exploités. Ce qui ne pouvait plus servir au tir fut utilisé pour des exercices de réparation, des formations techniques ou des tests de résistance. Le matériel saisi devint un outil d'apprentissage, peu importe son origine. Marché noir, des armes nazies dans les guerres d'autres pays. À la fin du conflit en Europe, des milliers d'armes allemandes échappèrent au contrôle direct des armées victorieuses. Certaines furent soustraites avant d'être inventoriées. D'autres furent vendues par des soldats, des fonctionnaires ou des intermédiaires qui comprirent leur valeur en dehors du champ de bataille. Ainsi commencèrent les transferts non officiels de fusils, canons, véhicules et systèmes complets depuis les dépôts du Troisième Reich vers des affrontements dans d'autres régions. Au Moyen-Orient, plusieurs factions intégrèrent des armements allemands avant la fin de la décennie 1940. Des groupes armés en Palestine, en Syrie et en Égypte utilisèrent des fusils Mauser, des pistolets mitrailleurs MP400 et des mitrailleuses MG42. Certaines pièces provenaient de dépôts abandonnés en Afrique du Nord. D'autres arrivèrent par l'intermédiaire de trafiquants traversant la Méditerranée sans contrôle douanier. Lors de la guerre israélo-arabe de 1948, l'utilisation de projectiles allemands, de mortiers et de pistolets Luger fut signalée dans différents camps.
Les armes étaient opérationnelles et, dans certains cas, modifiées localement. Des rapports britanniques confirmèrent qu'une partie du matériel ne provenait pas des arsenaux alliés, mais correspondait à des modèles allemands récupérés après la reddition. En Amérique du Sud, la situation prit une autre tournure. Des officiers allemands réfugiés en Argentine et au Chili établirent des liens avec des structures militaires locales. Par cette voie furent partagées des armes, des plans et des connaissances techniques. Certaines unités d'entraînement en Argentine intégrèrent des mitrailleuses et des fusils de fabrication allemande durant les années 50. On retrouva également des manuels et des catalogues techniques en allemand parmi les matériels d'instruction. En Afrique, des puissances coloniales transférèrent de l'armement allemand à des unités locales durant les guerres d'indépendance. Des fusils Mauser furent utilisés en Algérie et des mitrailleuses MG dans des régions de l'Afrique de l'Ouest. Bien qu'il ne s'agisse pas de modèles récents, leur robustesse et leur puissance les rendaient utiles dans les contextes de combats irréguliers. Certains restèrent opérationnels jusqu'aux années 70. Le marché noir européen facilita d'autres routes. Des milliers d'armes furent extraites d'Allemagne par train sans contrôle, véhicules privés et réseaux clandestins. Certaines tombèrent entre les mains de groupes armés dans les Balkans. D'autres furent vendus dans des villes comme Marseille, Naples ou Vienne, où d'anciens combattants et des commerçants procédaient à des échanges contre de l'argent, des objets de valeur ou des faveurs politiques. En Asie, une partie du matériel arriva en Indochine. Des troupes françaises au Vietnam réutilisèrent des fusils, des grenades et des systèmes de communication allemands. Nombre de ces pièces avaient été transférées comme excédents ou redistribuées entre armées alliées. Bien qu'il ne s'agit pas d'un armement moderne, il fonctionnait efficacement dans les combats en jungle ou dans des régions montagneuses à l'infrastructure limitée. Dans des scénarios sans participation étatique directe, l'armement nazi trouva également usage. Des groupes paramilitaires en Europe de l'Est employèrent des pistolets, des lance-grenades et des explosifs allemands restants. Certaines de ces armes furent utilisées dans des affrontements contre les nouvelles autorités communistes. L'origine exacte du matériel ne put pas toujours être retracée par les services de sécurité locaux. Certains envois ne passèrent pas par des circuits commerciaux, mais furent transférés par affinité idéologique. Des officiers allemands en fuite offrirent des armes à des sympathisants en échange d'aide, de documents ou de refuges. Bien qu'il n'y ait pas eu de coordination centralisée, ces réseaux permirent qu'une partie du matériel échappât au contrôle des forces d'occupation. Avec le temps, il devint de plus en plus difficile de retracer ces pièces. Certaines furent modifiées ou intégrées à des arsenaux nationaux. D'autres furent stockées, abandonnées ou détruites dans des combats ultérieurs. La circulation de cet armement hors des registres officiels fut vaste et laissa des traces dans plusieurs conflits régionaux. Missiles, jets et machines de vitesse, ce que l'on ne savait pas qui fonctionnerait. Dans les dernières années de la guerre, le régime nazi a lancé des développements qui défiaient les standards techniques de l'époque. Il s'agissait d'avions plus rapides, de fusées à plus grande portée et de prototypes dépassant les capacités militaires alors connues. Certains furent utilisés de manière limitée, d'autres restèrent à l'état de test. Mais une fois évalués par les vainqueurs, leur conception marqua le début d'une nouvelle ère technologique. Le cas le plus représentatif fut celui de la fusée V2. Construite comme arme de représailles, elle fut lancée contre des villes comme Londres, Liège et Anvers. Sa précision était faible, mais sa vitesse et son autonomie en faisaient le premier missile balistique fonctionnel. Après la reddition, les États-Unis et l'Union soviétique récupérèrent des pièces, des plans et du personnel du programme. À White Sands, plus de 65 furent lancés entre 1945 et 1950. Chaque test permit d'affiner les systèmes de guidage et de calculer les trajectoires pour de futurs missiles à portée moyenne. Les techniciens américains ne se contentaient pas de documenter les lancements, ils intégraient aussi les données dans des modèles théoriques qui influenceraient ensuite les programmes spatiaux. Simultanément, l'Union soviétique fabriqua une réplique exacte du V2, baptisé R1, qui fut lancé en 1948 depuis Kapustin Yar. Bien qu'il s'agisse d'une copie directe du modèle allemand, son développement permit de progresser vers d'autres missiles. La technologie acquise fut rapidement intégrée au programme de dissuasion nucléaire. Un autre progrès notable fut le Me-262, premier chasseur à réaction opérationnelle. Déployé dans les derniers mois du conflit, il parvint à intercepter des bombardiers alliés.
Avec une vitesse dépassant les 800 km par heure, il était difficile à contrer. Cependant, son nombre limité et le manque de pièces détachées réduisirent son efficacité. À la fin de la guerre, plusieurs exemplaires furent capturés par les forces britanniques et américaines dans des bases bavaroises. Ces unités furent transférées vers des centres d'essai comme Wright Field et Farnborough. Des pilotes alliés les testèrent en vol réel, documentant manœuvres et performances. Les données recueillies aidèrent à concevoir de nouveaux modèles, tels que le F-86 Sabre aux États-Unis et le Gloster Meteor au Royaume-Uni. Dans les deux cas, on incorpora des éléments du système de turbine, de la distribution du poids et de la réactivité en altitude. Un autre projet remarquable fut le Hortenho 229, un avion à aile volante fabriqué en bois, conçu pour réduire sa détection par radar. Bien qu'il n'ait jamais combattu, un des prototypes arriva intact aux États-Unis, où il fut évalué par les ingénieurs de Northrop. Son design influença des études ultérieures sur les aéronefs furtifs. Des décennies plus tard, certaines de ces caractéristiques réapparurent dans des modèles expérimentaux du programme B-2. Au sol, des véhicules expérimentaux comme le Panzerkampfwagen 8 Maus furent capturés. Ce char de près de 200 tonnes fut construit en 2 exemplaires. Bien qu'il n'ait pas combattu, l'un d'eux fut envoyé en Union soviétique pour analyser sa mobilité, sa résistance et sa consommation. Les informations furent utilisées dans des études sur les limites structurelles des blindés lourds. Des projectiles de conception non conventionnelle furent également évalués. Le Rheinbote, une fusée d'artillerie à longue portée, fut testé en Belgique. Ses performances intéressèrent les Alliés, qui étudièrent son système de propulsion par étage. De même, le missile RR Ruhrstahl X-4, guidé par câble, fut analysé par des techniciens soviétiques et américains afin de comprendre son mécanisme de contrôle. Ces observations influencèrent les premiers développements de missiles guidés par capteurs infrarouges. L'intercepteur vertical Bachemba 349, piloté par une seule personne, fut un autre exemple étudié. Bien que le projet ait été annulé après quelques vols, les données sur son accélération et son décollage servirent de référence pour des recherches sur les fusées habitées. Une partie de ces expériences inspira plus tard des études sur les véhicules de lancement individuels. À cette liste s'ajoutèrent des modèles moins connus, comme le DFS 346, un planeur supersonique conçu pour des vols à haute altitude. Bien que le prototype ait été capturé sans avoir été testé, ces plans furent utilisés par les soviétiques dans des études d'aérodynamique avancées. On trouva aussi des rapports sur le Skoda Kauba, un projet d'avion expérimental à ailes démontables visant à combiner maniabilité et vitesse. Bien que son développement n'ait pas abouti, ses idées furent examinées par des ingénieurs à Prague, puis archivées par des techniciens alliés. Dans le domaine naval, on étudia des conceptions de torpilles guidées et de systèmes de propulsion compacts qui influencèrent ensuite la conception des sous-marins tactiques. Chacune de ces pièces, bien que fragmentaire, donnait un indice sur la direction que voulait prendre l'industrie militaire allemande. La transition de ces systèmes en objets d'étude ne fut pas immédiate. Beaucoup furent démontés, analysés et évalués pendant des semaines avant de tirer des conclusions. Malgré cela, ils modifièrent la manière dont les armées abordèrent la recherche en armement. Certaines technologies ne purent être appliquées immédiatement à cause d'échecs en conditions réelles, de limites techniques ou du manque de matériaux. Cependant, elles offraient des modèles viables pour des développements futurs. Les chercheurs ne cherchèrent pas des armes déjà efficaces, mais des idées pouvant devenir des outils utiles dans des scénarios à venir. Chimie en réserve, les arsenaux toxiques que l'on n'a jamais osé utiliser. Lors de la retraite allemande et de l'avancée ennemie sur les villes, une partie de l'armement nazi ne fut jamais déployée. Il s'agissait de composés chimiques développés à des fins militaires qui, bien qu'ils aient été produits en grande quantité, ne furent jamais utilisés. Certains étaient connus depuis des guerres précédentes, tandis que d'autres appartenaient à une nouvelle catégorie, plus rapide et plus mortelle. Leur existence fut confirmée après le conflit. Dans des dépôts souterrains en Silésie et en Thuringe, les troupes alliées découvrirent des fûts étiquetés avec des noms comme Tabin, Sarin et Soman. Ces agents avaient été développés dans des laboratoires allemands dans les années 1930. Contrairement aux gaz de la Première Guerre mondiale, ceux-ci ne causaient pas seulement des irritations ou la cécité.
Ce sont des neurotoxiques qui interrompent la transmission nerveuse, provoquant la mort en quelques minutes. Un contact minimal suffisait pour être mortel. Leur production fut tenue secrète. Les usines étaient éloignées des centres urbains, fonctionnaient sous supervision militaire et avec du personnel spécialisé. L'une des plus importantes se trouvait à Diehernfurt, près de Breslau. On y produisait plusieurs tonnes par mois, stockées dans des cylindres métalliques et transportées par train. À la fin de la guerre, les Britanniques découvrirent plus de 5000 tonnes de ces composés prêtes à être distribuées. Bien qu'ils aient eu la capacité de les utiliser, ces armes ne furent jamais déployées sur le front. Le commandement allemand évita leur emploi, possiblement par crainte de représailles, car les Alliés possédaient aussi des arsenaux chimiques et avaient averti qu'ils réagiraient immédiatement. Un autre obstacle fut la logistique. Leur utilisation nécessitait des conditions contrôlées et du personnel formé, ce qui était difficile à garantir dans les derniers mois du conflit. Certains documents suggèrent qu'il y eut des ordres pour les utiliser si Berlin tombait, mais ils ne furent jamais exécutés. Au lieu de cela, elles furent cachées dans des bunkers, tunnels et wagons. Leur existence ne fut confirmée que lorsque les troupes d'occupation commencèrent à inspecter les installations. Dans bien des cas, les techniciens alliés ignorèrent le contenu jusqu'à l'identification des composés grâce à des documents techniques abandonnés. L'Union soviétique découvrit des arsenaux similaires dans des zones de l'Est de l'Allemagne et en Pologne. Une partie de ces matériaux fut envoyée dans des laboratoires militaires pour analyse. À partir de ceci, les protocoles de défense chimique furent améliorés et des antidotes à action rapide furent conçus. Les pays occidentaux suivirent des démarches comparables. Les États-Unis, par exemple, stockèrent certains de ces agents dans des installations sécurisées et analysèrent leur comportement dans diverses conditions. Dans certaines situations, les récipients furent jugés trop dangereux pour être manipulés. On choisit alors de les immerger. Des navires hors service furent chargés d'armes chimiques et coulés dans les eaux profondes de la mer du Nord et de la mer Baltique de manière contrôlée. Ces opérations, enregistrées par les gouvernements concernés, ne furent pas rendues publiques à l'époque. Des études ultérieures indiquèrent que ces agents étaient parmi les plus puissants jamais développés. Leur emploi en combat aurait eu des conséquences difficilement maîtrisables, tant pour l'ennemi que pour les civils. C'est pourquoi les connaissances acquises furent davantage utilisées à des fins de préparation défensive qu'à l'intégration dans des arsenaux actifs. En plus des agents neurotoxiques, on trouva des composés destinés à contaminer l'eau, endommager les carburants ou affecter les cultures. Bien qu'ils ne soient pas directement létaux, ils auraient provoqué d'importants problèmes logistiques et sanitaires. La plupart étaient encore à l'état expérimental, mais ils révélaient une volonté d'élargir l'usage de la chimie au-delà du combat direct. Les laboratoires responsables de ces armes furent démantelés. Une partie du personnel fut interrogée et certains collaborèrent par la suite à des programmes de recherche secrets aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Union soviétique. La documentation récupérée fut utilisée pour établir des normes sur les matériaux dangereux et servit de base aux accords de non-prolifération. Dépôt fantôme, la cargaison nazie enfouie sous l'Europe. À mesure que les troupes allemandes se repliaient et que les villes passaient aux mains des Alliés, des plans furent mis en œuvre pour dissimuler l'armement. Ce ne fut pas une action improvisée. Des ordres avaient été émis pour transférer du matériel militaire dans des tunnels, des mines, des dépôts souterrains et des zones boisées éloignées des fronts. L'objectif était d'empêcher que des systèmes encore à l'essai ou en réserve ne soient capturés. Une partie fut retrouvée dans les mois qui suivirent. Une autre portion demeure introuvable. À Jonastal, en Thuringe, on découvrit un réseau de tunnels inachevés. À l'intérieur se trouvaient des wagons contenant des moteurs de fusée, des caisses de pièces électriques et des structures renforcées prêtes à stocker du matériel sensible. Il n'y avait aucun militaire sur place. Seules subsistaient des traces du personnel civil ayant quitté les lieux avant l'arrivée soviétique. Les plans récupérés suggéraient qu'il s'agissait d'une installation conçue pour fonctionner sous terre pendant une période prolongée. Dans les montagnes de Bavière et d'Autriche, des patrouilles alliées repérèrent des entrées camouflées sur les versants. Nombre d'entre elles étaient d'anciennes mines adaptées pour entreposer des armes. On y trouva des fusils emballés, des pièces de rechange pour blindés et des projectiles rangés dans des compartiments. Certaines galeries avaient été inondées délibérément, d'autres scellées avec du béton. Les rapports indiquaient qu'il s'agissait de structures conçues pour conserver le matériel en bon état pendant des années. Près de la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie, les Soviétiques découvrirent des trains immobilisés dans des tunnels ferroviaires murés.
Certains wagons contenaient des munitions, d'autres des pièces d'aviation, des radios tactiques et des armes légères. De nombreuses caisses portaient encore leurs sceaux. Les marques d'origine indiquaient qu'elles avaient été fabriquées peu avant la chute du régime, destinées à être distribuées. Des arsenaux furent également trouvés dans des caves de bâtiments officiels, de monastères et de fermes. Plusieurs habitants locaux rapportèrent des odeurs, des structures inhabituelles ou des récits de l'époque. À Berlin, sous des bureaux administratifs, on accéda à des couloirs remplis de caisses numérotées. À l'intérieur se trouvaient des pistolets, des uniformes et des documents techniques soigneusement emballés, comme s'ils devaient être récupérés plus tard. Une partie du matériel ne fut pas enfouie mais coulée. Dans la mer du Nord et la mer Baltique, des navires furent chargés de projectiles, de mines et de substances dangereuses, puis immergés dans des zones profondes. Ces opérations furent menées tant par les Allemands en retraite que par les forces d'occupation. Dans certains cas, les navires furent coulés intacts. Dans d'autres, des charges furent déclenchées après l'immersion pour empêcher toute tentative de récupération. Des études marines menées des décennies plus tard permirent de localiser certains de ces sites. Des structures immergées furent détectées grâce à des anomalies magnétiques ou à des rapports de pêcheurs. Les inspections confirmèrent la présence de restes de guerre à divers stades de dégradation. Pour des raisons de sécurité, aucune extraction n'a été effectuée. Les risques excédaient tout potentiel de récupération. Il y eut aussi des découvertes imprévues. Dans les forêts de Saxe et de Brandebourg, les forces d'occupation déterrèrent des armes recouvertes de bâches, enterrées à faible profondeur. Il s'agissait principalement de fusils, de mitrailleuses et d'explosifs portatifs. Ils n'étaient ni identifiés ni accompagnés de documents. Tout porte à croire qu'ils furent cachés sans coordination formelle dans le cadre de replis désorganisés. Certains furent utilisés par des groupes irréguliers, d'autres restèrent enfouis durant des décennies. En Tchécoslovaquie et en Hongrie, des wagons contenant des pièces d'artillerie et des systèmes radars furent relocalisés. La plupart se trouvaient dans des ateliers désaffectés ou sur des voies abandonnées. Certains éléments avaient été sabotés. D'autres étaient en bon état et furent utilisés dans des tests techniques ou démontés pour analyse. Toutes les caches ne furent pas identifiées. Des archives publiées bien plus tard mentionnaient des tunnels, des trains et des lieux de stockage dont l'existence n'a pas été confirmée. Certains furent peut-être détruits, d'autres perdus à cause de changements de terrain ou du manque d'informations précises. Technologies cachées, projets avancés perdus dans le temps. Dans les dernières années du régime, des groupes d'ingénieurs allemands travaillaient sur des systèmes de combat encore inachevés, mais qui surpassaient ce que les autres puissances connaissaient. Certains de ces développements ne dépassèrent jamais le stade de la conception, d'autres furent partiellement construits. Lorsque les forces alliées pénétrèrent en territoire allemand, elles découvrirent des documents, des croquis et des pièces qui ne ressemblaient en rien aux armes déjà déployées. Ces idées, bien qu'elles n'aient jamais été utilisées en combat, furent transférées à l'étranger et étudiées pendant des années. L'un des programmes les plus cités par les troupes d'occupation fut celui nommé Die Glocke. Bien qu'aucun appareil complet n'ait été retrouvé, les documents et témoignages recueillis en Silésie et dans les Sudètes décrivaient un objet cylindrique, contenant du mercure et entouré de matériaux aux propriétés électromagnétiques. Les rapports faisaient état de comportements étranges lors de son utilisation, tels que des coupures de courant ou des réactions physiques inhabituelles. Sa fonction exacte restait incertaine, mais les documents furent envoyés dans des centres d'analyse aux États-Unis. Une partie du personnel impliqué fut interrogée durant des mois. Une autre découverte importante fut celle de l'avion Hortenho 229. Sa forme triangulaire, sans dérive verticale, réduisait sa visibilité au radar, bien que ce ne fût pas son objectif initial. Plusieurs modèles d'essai furent construits. L'un d'eux fut retrouvé par les Américains et transféré dans des laboratoires spécialisés. Sa conception fut étudiée par des entreprises du secteur aéronautique et inspira des développements ultérieurs. Des années plus tard, ces lignes furent reprises dans des projets d'aéronefs à faible signature radar. Dans le domaine de la propulsion, les techniciens allemands avaient exploré l'usage de carburants mixtes et de moteurs à poussée réglables. Certains modèles étaient destinés à des missiles solaires à réponse rapide. Le modèle Wasserfall, dérivé du V2, était équipé de commandes à distance et pouvait exploser à proximité de sa cible.
Bien qu'il ne fût pas produit à grande échelle, ces principes furent analysés par des experts britanniques et soviétiques. Ces concepts furent réutilisés dans les générations suivantes de missiles. On retrouva aussi des plans de projectiles, utilisant l'énergie électrique pour leur lancement. Aucun prototype opérationnel n'existait, mais les schémas décrivaient des canons à rail capables de tirer sans explosifs, via des champs magnétiques. Ces documents furent archivés et partagés avec des physiciens de haut niveau. À l'époque, ils furent jugés peu pratiques, bien que certains pays aient repris ces idées des décennies plus tard avec des matériaux plus avancés. D'autres dossiers décrivaient des dispositifs optiques à longue portée, des émetteurs de micro-ondes et des outils conçus pour perturber les communications ennemies. Bien qu'il s'agisse de développements initiaux, ils montraient clairement une volonté de cibler les systèmes électroniques adverses. Certains concepts rappellent les technologies plus tard connues sous le nom de brouilleurs de signal, contre-mesures électroniques ou radars passifs. Dans les montagnes du Harz, les troupes américaines trouvèrent des fragments d'un projet combinant moteur à décollage vertical et capsules scellées. Bien qu'il manquât une documentation complète, les techniciens suggérèrent qu'il s'agissait d'une tentative de véhicule de lancement à haute altitude. Les matériaux utilisés, légers et résistants à la chaleur, attirèrent l'attention de spécialistes déjà engagés dans les programmes de missiles stratégiques. À Prague, on découvrit des rapports d'essai avec de l'énergie thermique concentrée. Les documents décrivaient des dispositifs capables de focaliser la chaleur sur un point précis à l'aide de lentilles et de puissants générateurs. Aucune preuve concrète ni image ne fut trouvée, mais les descriptions furent jugées pertinentes et conservées par les centres de recherche alliés. Tous ces développements n'étaient pas destinés au combat direct. Certains rapports faisaient référence à des techniques de camouflage, comme des tissus traités pour réduire la signature thermique corporelle ou des peintures absorbant la lumière. Bien qu'aucun échantillon physique n'ait été trouvé, les notes étaient précises et utilisaient une terminologie rigoureuse. Ces documents furent transmis à des groupes spécialisés dans les systèmes infrarouges. Des efforts en matière de mobilité individuelle furent aussi détectés. Dans certains hangars, on découvrit des combinaisons équipées de petits propulseurs, conçus pour être portés par des soldats lors de descentes depuis de grandes hauteurs. Les annotations indiquaient que les tests en étaient à un stade précoce. Cependant, la possibilité d'offrir à un combattant une capacité de vol indépendant fut envisagée par plusieurs puissances militaires. Ces matériaux ne furent pas détruits. Bien que nombre d'entre eux fussent incomplets, ils furent tous jugés précieux. Les papiers, pièces et échantillons furent distribués entre agences gouvernementales, universités techniques et entreprises liées aux projets de défense. Ils furent organisés selon leur niveau de développement, leur applicabilité et leur relation avec d'autres programmes existants. Certains restèrent entreposés sans usage immédiat, d'autres servirent de base à de futures recherches. Industrie volée, la course mondiale au cerveau nazi. Après la reddition de l'Allemagne, une partie du matériel militaire saisi fut classifiée et distribuée entre les institutions de défense. Cependant, une grande partie des connaissances techniques finit hors des casernes. Des entreprises privées, sans mentionner l'origine du matériel, intégrèrent ces idées dans leur processus industriel. Les armes allemandes, leurs pièces et principes de fonctionnement passèrent entre les mains de compagnies sans uniforme, mais avec accès aux plans, laboratoires et matériaux. Au Royaume-Uni, des rapports du British Intelligence Objective Subcommittee indiquaient que des firmes de l'industrie aéronautique et métallurgique reçurent des composants tels que moteurs, systèmes hydrauliques et structures de fuselage pour analyse. L'objectif n'était pas de copier directement, mais d'adapter ce qui était utile à leur propre ligne de production. Dans plusieurs cas, ces éléments furent modifiés pour être utilisés dans des machines industrielles, turbines civiles ou véhicules de transport. Aux États-Unis, la situation fut similaire. Des entreprises liées au gouvernement, comme General Electric, Bell Aircraft, North American Aviation et Westinghouse, eurent accès à des documents et pièces provenant d'usines allemandes. Dans leurs ateliers, moteurs, dispositifs de contrôle, systèmes de propulsion et instruments de mesure furent démontés. Toutes ces informations furent systématisées et appliquées à de nouveaux prototypes, ensuite enregistrés comme propriété intellectuelle américaine. Beaucoup d'adaptations concernèrent les matériaux. L'utilisation de métaux légers, de couches résistantes à la chaleur et de techniques anti-corrosion fut l'une des contributions les plus exploitées par le secteur industriel.
Des manuels trouvés dans des usines allemandes expliquaient des procédés de traitement thermique et des mélanges chimiques peu connus hors du pays. Avec ces méthodes, les entreprises améliorèrent la résistance et l'efficacité de leurs produits sans avoir besoin de redesign complet. Le secteur pharmaceutique bénéficia aussi de ces connaissances. Des laboratoires collaborant avec des agences gouvernementales eurent accès à des études médicales réalisées par des chercheurs allemands. Bien que certains travaux fussent discutables sur le plan éthique, les données sur la tolérance physique, la réaction aux substances et le métabolisme sous stress furent jugées utiles. Certaines formules développées pour pilotes ou sous-mariniers furent transformées en produits civils, sans mentionner leur origine. Le secteur automobile profita également. On adopte des conceptions de suspension, transmission et structure de châssis offrant une meilleure stabilité et durabilité. Plusieurs de ces systèmes avaient été testés sur des prototypes allemands qui ne participèrent pas au combat. Les brevets, initialement déposés par des marques comme Henschel ou Daimler-Benz, furent transférés à des entreprises étrangères qui les modifièrent pour un usage commercial durant l'après-guerre. Les rapports compilés pendant l'occupation révèlent que de nombreux brevets furent absorbés sans reconnaissance de leur origine. La justification des gouvernements vainqueurs était claire. Appartenant à un État vaincu, il n'y avait aucune obligation de compensation. Ainsi, des centaines de développements techniques entrèrent dans les catalogues d'entreprises privées sans processus juridiques intermédiaires. En Union soviétique, ce processus fut plus systématique. Plusieurs usines furent démontées et transférées intégralement sur le sol soviétique. Là, les ouvriers locaux continuèrent à produire des pièces basées sur des plans allemands. Parallèlement, des centres de recherche étatiques reçurent documentation et prototypes pour adapter ces solutions aux normes locales. Ces savoirs furent appliqués dans des secteurs tels que le chemin de fer, l'aéronautique, les systèmes électriques et l'optique de précision. Dans les pays neutres, l'intégration fut plus discrète. Certaines compagnies suisses, suédoises et espagnoles, qui avaient eu des liens commerciaux avec l'Allemagne pendant la guerre, conservèrent l'accès à du matériel technique. Après le conflit, ces ressources furent incorporées sans éveiller de soupçons. Souvent, l'origine fut masquée par de légères modifications ou de nouveaux enregistrements de brevets à des dates ultérieures. En Allemagne de l'Ouest, une partie de l'industrie militaire se transforma en production civile. Certaines entreprises changèrent de nom, ajustèrent leur structure juridique ou diversifièrent leurs activités. Cependant, parmi leurs documents subsistèrent formules, dessins et méthodes créés durant le conflit. Bien que le traité de reddition interdit le réarmement, ces connaissances ne disparurent pas. Des années plus tard, certaines furent de nouveau utilisées dans le cadre de contrats officiels avec le nouveau gouvernement allemand. Le transfert de technologie ne se limita pas aux objets. Il se fit aussi par le biais des personnes. Ingénieurs, designers, spécialistes des métaux et scientifiques expérimentés furent recrutés par des compagnies en quête de solutions immédiates. Ces professionnels, sans uniforme ni casier judiciaire, apportèrent améliorations, méthodes de fabrication et techniques de test absentes des manuels officiels. Dans plusieurs cas, leurs contributions ne furent jamais reliées à leur origine réelle. Tunnels, vestiges et secrets, les reliques qui continuent d'apparaître. Des décennies après la fin de la guerre, des découvertes ont commencé à révéler au présent des morceaux d'armement nazi que l'on croyait disparus. Certaines sont survenues par hasard, d'autres à la suite d'enquêtes guidées par d'anciens documents, des rumeurs persistantes ou des signaux détectés grâce à de nouvelles technologies. Ces trouvailles, réparties dans plusieurs pays, ont montré qu'une partie considérable du matériel caché n'avait pas été localisée et restait enterrée, immergée ou scellée. Dans une zone boisée près de Pilsen, dans le sud de la Pologne, des ouvriers élargissant une route secondaire ont trouvé une entrée effondrée. En inspectant les lieux, ils ont identifié une salle avec des étagères rouillées contenant encore des fusils, casques et caisses de munitions. L'accès avait été fermé de l'intérieur, ce qui suggère que ceux qui l'avaient préparé ne sont jamais revenus. Malgré la détérioration, les objets portaient des marques et des dates de fabrication allemandes correspondant à 1945. En périphérie de Kassel, en Allemagne, lors de travaux dans une usine abandonnée, des compartiments renfermaient des composants de fusées et des plans en bon état. Parmi le matériel se trouvaient des systèmes de guidage et des schémas de missiles à courte portée. Les spécialistes qui les ont examinés les ont associés à un projet similaire au Wasserfall. Aucun registre officiel n'attestait de l'existence de cette installation, ce qui indique qu'elle fonctionnait en marge du contrôle central.
En Autriche, un groupe de chercheurs localisa des wagons scellés sur une voie ferrée recouverte de terre depuis la guerre. À l'intérieur se trouvaient des pièces d'artillerie, des pièces de rechange pour véhicules blindés et des uniformes neufs. Le site fut localisé grâce à un journal familial. L'examen du contenu révéla que le train avait été arrêté sur ordre direct des commandements locaux, avec l'intention de revenir plus tard chercher le matériel. Au large des côtes de Lettonie, des pêcheurs alertèrent sur des structures métalliques endommageant leurs filets. Des plongeurs et techniciens localisèrent les restes d'un navire coulé avec des caisses numérotées. Certaines contenaient des projectiles scellés, d'autres des emballages aux étiquettes à peine lisibles. La basse température et la profondeur ralentirent à la corrosion. Les analyses indiquèrent que la cargaison faisait partie d'une opération d'évacuation incomplète. Dans la mer Baltique, des véhicules sous-marins sans équipage détectèrent des zones à forte concentration d'objets métalliques. On y identifia des restes de bateaux avec du matériel militaire, certains avec des cylindres clos similaires à ceux utilisés pour stocker des agents chimiques. Bien que le contenu n'ait pas été extrait, des prélèvements d'eau furent effectués et confirmèrent la présence de résidus compatibles avec des composés de guerre. Dans une région proche de Trondheim, en Norvège, une grotte fermée fut découverte, contenant des fragments de planeurs, des moteurs partiellement démontés et des outils de précision. L'endroit n'apparaissait dans aucun document militaire connu. Sa localisation isolée et l'accès difficile expliquent pourquoi il n'avait pas été découvert lors des inspections initiales. Une partie du contenu fut envoyée dans un musée local, le reste fut confié à des techniciens pour analyses ultérieures. En Tchéquie, des archéologues creusant près d'un ancien camp d'entraînement trouvèrent les restes d'une structure souterraine. À l'intérieur se trouvaient des équipements radio, des générateurs et des munitions non utilisées. Les examens indiquèrent que l'installation fut construite dans les derniers mois de la guerre. L'entrée était recouverte de végétation et de pierres, ce qui avait empêché sa découverte antérieure. Des archives déclassifiées par les gouvernements alliés révélèrent des références à des installations non inspectées ou seulement partiellement examinées. Certains documents évoquaient des tunnels en zone rurale d'Allemagne et d'Autriche, jamais explorés faute de moyens. Des trains détournés dont la destination finale n'était pas enregistrée furent aussi mentionnés. Ces informations donnèrent lieu à des expéditions privées et à des émissions télévisées tentant de retracer ces cargaisons. Le développement d'outils comme les scanners géologiques, l'imagerie satellitaire et la comparaison de cartes historiques permit de localiser des structures enterrées dans des endroits auparavant inaccessibles. Dans plusieurs cas, le radar à pénétration terrestre détecta des chambres sous des bâtiments construits des décennies plus tard. Certaines furent ouvertes avec autorisation, d'autres restent en attente d'excavation. Dans des collections privées et ventes aux enchères internationales, commencèrent à circuler des pièces sans documentation claire. Canons démontés, fragments d'avions et équipements électroniques furent vendus avec des certificats d'authenticité. Certains objets finirent dans des musées, d'autres entre des mains privées. Cette circulation, autorisée dans certains pays, soulève des questions sur leur origine et sur la façon dont ils ont quitté les inventaires officiels. Les découvertes ne se limitèrent pas à l'Europe. En Amérique du Sud, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, des armes allemandes apparaissent encore dans des arsenaux oubliés, des propriétés privées ou des dépôts non enregistrés. Bien qu'il s'agisse de modèles anciens, leur existence confirme que l'armement nazi s'est dispersé plus largement qu'on ne le pensait initialement. Les découvertes continuent, chacune ajoutant une pièce au puzzle incomplet du matériel développé et caché dans les derniers mois du conflit. Beaucoup de ces éléments n'ont ni été utilisés, vendus ou détruits. Ils sont simplement restés stockés en attente. Tout ce que le Troisième Reich a construit n'a pas été détruit à sa chute. Une partie s'est dispersée, une autre a été enterrée, et certains éléments ont disparu sans laisser de traces. Les armes les plus sophistiquées ont intégré des programmes secrets, les plus communes ont été vendues, utilisées ou simplement disparues. Certains laboratoires ont changé de pays sans changer d'objectif. Dans certaines régions, on continue de trouver du matériel que personne ne s'attendait à voir. Parfois au fond de la mer, parfois derrière un mur oublié. Beaucoup de ces vestiges ont été exploités sans que leur origine soit mentionnée. D'autres ont été étudiés, copiés et archivés. Certaines pièces ont été remises en service sous une autre bannière. D'autres restent conservées par précaution ou par oubli.
Bien que les années aient passé, la circulation de cet arsenal ne s'est pas complètement arrêtée. Dans les zones de la mer du Nord et de la mer Baltique, plus de 40 navires chargés de mines, projectiles et armes chimiques ont été coulés. Sur certaines côtes, les restes sont toujours là, sans avoir été ouverts ni inspectés. Dans des dépôts souterrains de Silésie, on a trouvé plus de 5000 tonnes d'agents comme le tabac et le sarin, prêts à être transportés. À White Sands, aux États-Unis, plus de 60 missiles V2 furent lancés entre 1945 et 1950. Parallèlement, l'Union soviétique reproduisit le modèle sous le nom de R-1 et le testa à Kapustin Yar. Dans les deux cas, il ne s'agissait pas de tests isolés, mais des premières bases de nouveaux systèmes de missiles. Même des décennies plus tard, on retrouva des fusées, des chars et des documents dans des tunnels bloqués, des grottes scellées ou des voies abandonnées. Ce qui commença comme un butin ou un abandon devint partie intégrante de l'armement moderne. Ce qui reste introuvable soulève toujours la même question qu'au départ. Savons-nous vraiment où sont toutes les armes laissées par le nazisme ?